Regardez ce visage, regardez-moi ces cernes, regardez-moi cette souffrance incarnée. Appelez-moi la souffrance incarnée maintenant. Je suis totalement malade. Je fais une vidéo, je ne sais pas pourquoi je la fais. Je sais qu'elle va pas être structurée. Et même si j'ai mes notes sous les yeux, enfin mes notes pas écrites, hein, genre 1 sur 10. Voilà, j'ai mes notes sous les yeux, je sais que ça va pas être structuré du tout. Je sais que je suis dans un profond coma actuellement. Encore une fois, la queue du chat, très bien, vous le chat. Voilà, bref, je sais pas si c'est le temps dehors, vous le verrez, je pense, dès que ça fera le focus. Voilà, il neige sa mère, putain de neige de mort. Ou je sais pas si c'est ce Survivor Series qui m'a achevé. Dans tous les cas, pour les gens qui ont suivi le Super Live, vous saviez que j'étais pas dans un très bon état. Je sais même pas pourquoi j'ai regardé le show, pour tout vous dire, j'aurais pas dû. Donc je suis vraiment pas bien et ça s'est empiré. Donc est-ce que le show a fait que ça a vraiment mis la cerise sur le gâteau? Je pense que oui, moralement je suis au plus bas. Et voilà, je me lève de mon coma léthargique, de mon coma profond. Il y a à peine 10 mètres entre mon lit et où je suis maintenant. Donc d'avance, on se retrouve pour la vidéo analyse de Survivor Series 2018, qui était exécrable as fuck. En compagnie du chat, on va parler du premier match. La team féminine de Raw bat la team féminine de SmackDown pour remporter le premier point. Petite parenthèse, la team par équipe de SmackDown a battu la team par équipe de Raw dans le pré-show, avec les Usos qui ont été les seuls survivants à la fin du match en battant les Revival. N'a pas été compté dans le scoreboard, donc ça n'a pas compté 1-0 pour SmackDown. Ce qui était dans le pré-show, il faut l'oublier. Alors, en plus, j'ai regardé vraiment à la va-vite, c'est rempli de botch, donc je suis bien content de ne pas l'avoir eu dans le main show, parce que franchement, j'aurais pété les plombs, je pense, beaucoup trop de botch. Gable ne sait pas ce qu'il fait, Rude c'est pareil. Enfin bref, il y a beaucoup trop de choses qui vont pas, et je suis bien content de ne pas l'avoir vu en entier, et en tout cas pas l'avoir vu durant cette nuit, quand j'étais pas très bien. Bref, donc je l'ai dit, la team Raw féminine bat la team SmackDown féminine dans le premier match de la soirée. Franchement, le show n'est pas mauvais. Je tiens à préciser, je me suis beaucoup plaint sur le Super Live, j'ai dit que c'était merdique, que les fins étaient nuls. Mais après, techniquement, je trouve qu'il y a eu très peu de botch. Nia Jax a très peu botché, Banks a pas botché une seule fois, et encore une fois, je fais partie des personnes qui la critiquent tout le temps. Je trouve qu'elle a fait un excellent match hier soir, enfin excellent, en tout cas compte tenu du match. Donc je suis plus ou moins satisfait de la globalité du show en matière d'in-ring. C'est pas ouf. Ne faites pas des comparaisons avec Wargames, d'ailleurs la vidéo sort jeudi, parce que Wargames c'est le jour et Survivor Series c'est la nuit. On va vraiment prendre les séries, et si on prend les séries à part entière, si on prend le show comme si on n'avait jamais vu d'autres shows dans notre vie, je trouve que c'était agréable. Ce qui est vraiment différent ce qui est problématique pour moi dans ce pay-per-view, et dans ce match là par exemple, c'est le booking et les fins de match. C'est vraiment ce qui nous laisse ce goût amer, je pense à tous. On a affaire à l'un des pires pay-per-view, je pense, de l'année, et encore... Non, ouais, même pas tant que ça, en fait, parce qu'il y en a d'autres qui ont été pires, mais en tout cas, ce pay-per-view est dans la bonne année. C'est-à-dire que l'année 2018, à partir de WrestleMania, c'est quand même assez faible. Et on a affaire, à mon avis, on a encore TLC peut-être pour rattraper le tout, mais à la pire année depuis 2012, et ça peut même battre 2012 si TLC est mauvais. Après, TLC, c'est toujours gage de bons pay-per-view. Il y en a un ou deux qui ont été mauvais, à mon sens. Donc, on peut quand même espérer à du mieux maintenant que tout va rentrer dans l'ordre. Il n'y a plus de live event, il n'y a plus du Raw contre SmackDown. On va vraiment retrouver une routine. Et j'espère que le TLC sera bon. Mais voilà, tout ça pour vous dire que ce show, et dans ce match-là, ça se ressent également. Le booking est vraiment ultra mauvais. La construction du match, c'est mauvais. On sent que il y a des périodes dans le match qui sont bonnes, et la plus grosse partie, ils les mettent les unes après les autres, où c'est chiant, ça s'enchaîne. Et du coup, quand on arrive à quelque chose de plaisant, ben, on est éteint. Et c'est ça que j'ai remarqué avec ce show-là, c'est que déjà, le deuxième match Rollins Nakamura m'a pas emballé. Il y a eu des bonnes choses, par exemple le quatrième match, donc le match des Cruiserweight, mais j'ai peur de l'avoir un peu sous-noté, parce que le deuxième et le troisième match m'ont vraiment, mais totalement éteint. Le troisième match, on va pas se le cacher, c'est une honte. C'est une honte, mais on va en parler après. On va revenir au premier match. Encore une fois, je vous avais dit, c'est pas structuré cette vidéo. Le premier match, on a la team de Raw, donc composée de Sasha Banks et Bayley qui remplaçaient Natalya et Ruby Riott. Je n'ai pas compris pourquoi. Il y a eu un événement backstage en pré-show, mais ça ne justifie pas de virer de lutteuse comme ça. Surtout Riott qui ne...
Bref, on va pas parler de Riot parce que c'est un sujet sensible. Il y avait qui d'autre? Il y avait Tamina Snuka, Nia Jax et Mickie James qui ont battu donc la team de SmackDown, donc composée de Carmella, de Naomi, de Asuka, de Sonya Deville et de Mandy Rose qui remplaçait donc Charlotte Flair qui elle-même remplaçait Becky Lynch blessée par Nia Jax. Donc on arrive à la fin, je ne vais pas vous dire l'ordre des éliminations, hein. Vous avez Wikipédia, vous avez le shop, vous avez tout vu, vous avez une mémoire, ça devrait aller. Tout ça pour dire quand même qu'il reste à la fin Nia Jax et Asuka. Nia Jax et Sasha Banks et Asuka du côté de SmackDown. Nia Jax va pousser Sasha Banks contre Asuka qui va lui porter son Asuka Lock et l'éliminer. On se retrouve à Nia Jax contre Asuka et effectivement je me serais un petit peu énervé si Asuka aurait de nouveau été survivante seule comme l'année passée, en sachant qu'elle a eu quand même pas mal de défaites. Autant l'année passée c'était chiant mais c'était crédible, cette année ça m'aurait un petit peu saoulé. Bref, moi dans tous les cas ça m'aurait peut-être moins énervé que de voir Nia Jax vainqueur. Parce que l'idée de Nia Jax, c'était de pousser Sasha Banks pour que Asuka lui fasse son Asuka Lock. Et quand elle fait son Asuka Lock, elle est par terre. Et du coup, ça l'avait mis dans une position idéale pour que Nia Jax porte son leg drop sur Asuka dès l'élimination de Banks. C'est intelligent, mais c'est pas logique au point de vue du booking. Parce que Nia Jax, je suis désolé, Nia Jax, elle blesse beaucoup trop. Elle est pas stiff, elle est dangereuse. Il faut faire la différence. Certains disent, ouais, elle est violente, c'est bien, c'est juste ce qu'il faut. Elle est bien stiff. Non, elle est dangereuse. C'est pas la même chose. C'est pas parce que c'est la femme du rock et tout, il Samoa et toutes ces conneries-là qu'elle peut se permettre d'avoir des faveurs à ce niveau-là. La sécurité, c'est la sécurité. Elle a blessé Zelina Vega à Evolution, commotion cérébrale. Elle avait blessé Bayley il n'y a pas si longtemps que ça. Elle avait blessé, je crois, aussi Sasha Banks. Maintenant, donc au dernier Raw, c'est ça. Elle avait blessé Becky Lynch avec ce coup de poing qui est juste intentionnel. Là, c'est même pas rentrer dans un personnage en étant stiff ou en étant un petit peu violent, c'est juste intentionnel. Et pour moi, ça justifie un renvoi. À ce niveau-là, pour moi, ça justifie un renvoi. Et là où je trouve pas crédible, c'est que la WWE l'a fait gagner. Alors, est-ce qu'ils la font gagner parce qu'ils croient en elle et du coup, c'est ce qui va... en gros, c'est un débouché ou une idée qui va nous faire penser qu'elle va être championne plus tard, ce que je ne comprendrai pas. Ou est-ce que c'est pour garder un semblant de logique? Nia Jax a remporté la Battle Royale à Evolution, il faut la mettre vainqueur en face de Rousey, et j'espère que dès qu'elle perdra contre Rousey, elle sera plus là. Je suis désolé, je suis franc, j'ai plus envie de voir Jax. Ça met vraiment une amertume, c'est juste pas possible. Enfin bref, mis à part ça, le in-ring est pas catastrophique de loin pas. Hein. Le match est un peu chiant à regarder, mais le in-ring est plutôt bon quand même. Il n'est pas ouf, mais il est plutôt bon. Je pense à Banks qui, pour une fois, a tenu le match. Vraiment, avec Asuka, c'est deux lutteuses que j'apprécie pas forcément. Et il faut quand même dire qu'elles ont tenu le match. À L2, je trouve. C'est vraiment les deux qui ressortent un peu de ce match. Et voilà, il faut le dire, Banks, elle a assuré. Elle a fait une bonne prestation. Et elle a assuré. Et il ne faut pas toujours s'acharner sur les lutteurs qu'on n'aime pas. Il faut aussi des fois savoir et reconnaître quand ils font des bonnes choses. Et Banks a fait une très bonne chose, je trouve, hier soir. Et pour moi, j'ai mis un 6,5 pour ce match-là. Et je trouve que c'est justifié. Je trouve ça totalement justifié. Bref, j'ai vraiment envie de prendre beaucoup de temps quand même pour parler de mes notes qu'on va de nouveau considérer comme trop hautes. Mais il ne faut pas confondre résultats et nos attentes à ce qui s'est passé sur le show. Le show, encore une fois, il est loin d'être mauvais. C'est juste la construction qui n'est pas bonne. Mais le booking, je ne le note pas. Hein. Je tiens quand même à le rappeler. Le booking des lutteurs et du match, je ne book pas. Je regarde principalement le in-ring, la cohésion quand même. Et puis tout ce qui est butch, temps, selling, enfin voilà, c'est vraiment technique. Je ne vais pas chercher plus loin et me dire est-ce que c'est bien booké, est-ce que Nia Jax elle mérite ça, sinon je mettrais des 1 et des 2 partout. Voilà, je tenais quand même à préciser ça, d'où ma longue explication pour cet opener. On va continuer avec le deuxième match qui a été la déception, une des deux déceptions de ce show-là. C'est Seth Rollins, donc champion intercontinental représentant Raw, qui bat le champion des États-Unis Shinsuke Nakamura, qui représentait SmackDown. Un peu à la surprise générale, tout le monde s'attendait, et moi le premier, à voir débarquer Dean Ambrose, qui d'ailleurs n'est plus apparu en pay-per-view depuis 3 pay-per-view justement, ce qui est énorme. On compte Evolution quand même là-dedans, mais quand même ça fait beaucoup. Et le match, j'avais peur. Mais ma peur, j'avais pas d'attente pour ce match-là, dans le sens où pour moi, je vous fais souvent je vous fais les mêmes métaphores culinaires, mais vous mettez deux bonnes choses ensemble, ça peut donner un truc excellent. J'ai toujours dit la purée et la viande hachée, ça fait un hachis parmentier, c'est super bon. Mais là, pour moi, on a deux choses qui sont excellentes, genre une crème au chocolat, une mousse au chocolat, et
et je sais pas, des pâtes, très bonnes pâtes carbo, quoi. Et vous les mettez ensemble et ça fait rien, mais ça fait un gâchis monumental de deux très bonnes choses. Et c'est exactement pareil pour ces lutteurs-là. Pour moi, on a un Seth Rollins qui est incroyable. Nakamura, il le montre moins parce qu'il est moins présent, mais il est tout autant incroyable. Et je savais d'avance que les deux n'auraient pas d'alchimie. Parce que Rollins face contre Nakamura heel, à mon avis, au niveau in-ring, ça s'y prête pas du tout. A l'inverse, un Rollins heel contre un Nakamura face, je suis convaincu qu'on peut avoir un bon match. Mais là, c'était sûr pour moi que ça passerait pas. Et je me suis pas trompé, je me suis un peu fait chier. Il n'y a pas d'alchimie, ça passe pas. Il n'y a pas cette étincelle entre les deux. Et ça rejoint les très nombreux matchs qu'on a pu avoir entre soi-disant deux superstars incroyables qui s'affrontent. Styles contre Joe, rien à voir avec ce qu'on a vu à la TNA. Styles contre Nakamura, Brian Miz, c'est que des bons lutteurs. Mais l'un contre l'autre, ça fait rien. Et voilà, ça rejoint ces nombreux matchs qui devraient être des dream matchs, mais qui ne le sont pas du tout parce qu'il n'y a pas d'alchimie. Et pour ce match-là, j'ai mis la note de 6 sur 10, avec ce petit regret de ne pas avoir Ambrose quand même débarqué, parce que là, à mon avis, c'était le moment. Troisième match, et là, c'est la goutte d'eau inadmissible qui m'a éteint pour tout le reste du show. J'ai parlé gaming après, avec les gens qui m'ont suivi, qui étaient là pour le Super Live. J'ai parlé gaming tellement ce match-là m'a dégoûté. On a les AOP qui battent, donc les champions par équipe de Raw, qui battent Sheamus et Cesaro, les champions par équipe de SmackDown. Donc à partir de là, ça fait 3-0, on compte pas le pré-show, je le rappelle. Il reste 3 matchs, c'est-à-dire qu'on sait déjà, à partir de même pas la moitié du show, que SmackDown ne gagnera pas. Il y aura au mieux une égalité, mais SmackDown ne gagnera pas. Choix très bizarre quand même, je trouve, pour ces séries. Je trouve ça dommage, mais c'est pas ça pour moi le problème. C'est qu'AOP ont gagné, bien, c'est presque logique, j'ai envie de dire. En plus, Cesaro et Sheamus n'ont pas démérité. Je trouve même que AOP sont peut-être un peu trop faibles, mais ils n'ont pas démérité. C'est pas à ce niveau-là. Les 4 lutteurs sont très bons, ça me dérange pas. Bon, après, il y a le problème de tenue, j'avais dit, Akam et Rezar avec les t-shirts d'Euro, c'est une horreur. On dirait maman qui a habillé ses 2 jumeaux de 3 ans de la même manière. Rollins, la moitié héros à la moitié son vrai t-shirt, ça va pas. Donc bref, encore une fois, c'est du détail, on s'en fout des styles vestimentaires. Moi, ce qui me dérange, c'est la fin de match. Je trouve ça honteux et inadmissible ce qui s'est passé. Pour les gens qui ne le savaient pas, forcément, il y avait Drake Maverick qui accompagnait les AOP. Et il y avait le Big Show qui accompagnait Sheamus et Cesaro. Et Drake Maverick, au bout d'un moment, se fait pourchasser, je crois, par Cesaro et fonce dans le Big Show. Et le Big Show le prend par la gorge, le monte sur le bord du ring, sur la pointe du ring. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit liquide qui part de son pantalon, quoi, qui est visible. Donc Maverick s'est pissé dessus. Voilà, et ça a permis une distraction qui a permis à AOP après de remporter le match. Alors, déjà, Maverick est le general manager de 205 Live avant d'être le manager des AOP. Il y a 2 personnages différents, on est d'accord, mais déjà c'est une personne d'autorité. Quand vous faites passer un gars comme ça, genre Coachman en 2008 quand il était, en 2006 quand il était general manager, je trouve ça inadmissible, honteux, mais à la limite on peut le comprendre. Moi, ce que je comprends pas, c'est que enlever le terme general manager et tout, c'est qu'on met ça même à Kurt Hawkins ou Jinder Mahal qui sont vraiment sous-utilisés en ce moment. Et je trouve que c'est un manque de respect ultime. Maverick, il n'a pas le choix d'accepter, parce que s'il refuse, peut-être que son boulot est en jeu. Mais je trouve ça inadmissible d'en arriver là. Quand j'ai vu ça, les gens qui étaient là au Super Live, ils ont vu que j'ai même plus parlé par la suite. J'ai fini. J'ai plus parlé jusqu'au prochain match. Parce que j'ai été très déçu. C'est très petit de faire ça. C'est un manque de respect. Parce que oui, il s'est pas vraiment pissé dessus, on est d'accord. Mais quand même, c'est une image. Maverick, c'est pas sa vraie personne, mais c'est son personnage. C'est une image qu'il envoie aux fans. Il y a des gens qui sont intelligents, il y a des gens qui sont plutôt marques. Je dis pas qu'ils sont pas intelligents, mais qui comprennent pas forcément que le catch c'est du faux. Montrer qu'on se pisse dessus en 2018, c'est... Non, c'est du catch, c'est comme du théâtre, des films. Voilà, on peut se dire que ça peut arriver. Mais là, il y a d'autres choses. Je suis désolé, moi j'ai trouvé que c'était un immense manque de respect et que ça ne se faisait pas. Et ça m'a coupé pour tout le reste du pay-per-view d'ailleurs ce moment-là. J'ai vraiment été touché par ça. C'est con, j'ai été touché. Je trouve que ça ne se fait pas.
Et pour ce match-là, j'ai mis 4,5 sur 10. Et pour les autres, ben, peut-être qu'il y aurait eu plus. En tout cas, j'ai été passablement peiné de voir que la WWE en arrive là pour pouvoir justifier une fin de match par distraction. Je trouve ça lamentable. Quatrième match, l'un des deux meilleurs matchs de la soirée pour moi, c'est Buddy Murphy qui bat Mustafa Ali pour conserver son titre des Cruiserweight. Donc on s'écarte des matchs Raw contre SmackDown, là on est vraiment propre à 205. Rien à dire, Buddy Murphy c'est une pépite pour moi. C'est le nouveau Neville, si on veut bien, de 205 Live. Il a vraiment cette aura qui fait que s'il continue sur cette lancée-là, s'il partait maintenant de la WWE, mais il y a un petit peu, pour Neville, je trouve qu'il y a un peu cette âme CM Punk. Genre, on le réclame pour qu'il revienne comme CM Punk. C'est moins marqué. Buddy Murphy, il commence gentiment à avoir un de ces statuts-là. Statut de sérieux. Parce que pour les trois, Punk, Neville et Murphy, je trouve qu'ils ont pas la même histoire, mais le même profil. C'est-à-dire que longtemps, on les a sous-utilisés. Et puis après, ils ont été tout d'un coup très crédibles. Et ça a été pareil pour Punk avec sa pipe bomb en 2011. Ça a été le cas pour Neville à partir de son heel turn contre Rich Swann il y a quelques mois. Et par rapport à son règne des Cruiserweight par la suite. Et surtout, la dernière fois qu'on l'a vu, après le speech de Enzo Amore, il était ultra crédible. Et mon Dieu, putain, ils auraient dû le faire revenir et directement mis pour le titre majeur. Et Buddy Murphy, il n'en est pas encore à ce point-là. Mais il était en équipe avec... je ne sais plus comment il s'appelle. Buddy Murphy et l'autre... Wesley Blake, putain, gros blanc. Ils ont été certes champions par équipe de NXT, mais ils étaient un petit peu mis de côté parce qu'il y avait une séparation. J'ai même pas suivi, je crois qu'il y a eu un tourne d'un des deux. Je me demande si c'est d'ailleurs pas Murphy. Bref, il a été un peu mis sur le côté et depuis qu'il est revenu, je trouve à 205, il est très crédible. Ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, d'un Mike Kanellis qui est revenu là, qui aurait pu avoir un peu cette même aura, cette même crédibilité, cette même sériosité retrouvée et qui ne l'a pas du tout eu. Pour moi, c'est une blague et ça restera une blague malheureusement pour lui. Donc je trouve que Murphy, il a un peu cette aura-là qui fait très plaisir à voir, je trouve, et ça s'en ressent. Je trouve que ce match est moins bon que celui qu'il a sorti contre Alexander à Super Showdown, mais c'est pas grave, je veux dire, le match est très plaisant. Mustafa Ali est clairement l'un de mes préférés aussi à 205, que ce soit en termes de catch, en termes de prestance, en termes de tenue vestimentaire. Je trouve que ça lui donne vraiment un style particulier, c'est dans son gimmick, on le reconnaît entre tous maintenant. Donc voilà, je suis vraiment très épaté par ces deux-là. J'espère qu'Ali sera champion quand même, pas dans l'immédiat, parce que Murphy mérite quand même un bon petit règne. Mais j'espère qu'il sera quand même champion Ali et qu'il ne sortira pas le syndrome Gargano. C'est-à-dire Gargano, très bon lutteur, mais qui n'arrive pas à avoir le titre NXT alors qu'il le mérite. Voilà, tout ça pour dire que j'ai été emballé. J'espère qu'Ali sera quand même champion. Et voilà, j'ai pas grand chose de négatif à dire sur ce match-là et grand chose de positif en plus à dire. J'ai été emballé, donc j'ai mis un 7,5 sur 10. Le cinquième match, le tag team des hommes, Raw contre SmackDown. C'est la team Raw qui a battu la team SmackDown. À partir de là, ça fait 4-0, il reste 2 matchs. Donc la team Raw est officiellement, même sur Hotel Pressure, vainqueur pour la 3e année consécutive. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises si vous n'avez pas suivi le show. Donc... déjà, qui y avait dans la team Raw? Il y avait Braun Strowman, il y avait Dolph Ziggler, Drew McIntyre, Finn Balor et Bobby Lashley. Et du côté de SmackDown, on avait Samoa Joe, Jeff Hardy, Rey Mysterio, Le Miz et Shane McMahon. Alors là, en termine ring, j'ai trouvé très cool. On a à peu près le même scénario tout le temps en boucle. Dès qu'il y a Strowman qui est là, on le passe à travers la table des commentateurs. Il est mort à bon moment et puis après il revient, il démonte tout. Ça, c'est pas original, on commence à s'y faire. Le reste est plutôt cool, je trouve. Une ring, c'est plutôt cool. Il y a très peu de botch, des choses qui sont très plaisantes à voir, même si au fond, ça reste très classique. Pour un series traditionnel, mais je veux dire, vous mettez ça à Raw à ce moment, en ce moment, et ça ressort très clairement du lot. Donc on peut pas cracher sur ce match-là. Effectivement, c'est pas le match de l'année passée, parce que même si la fin était décevante, l'année passée, il y avait du star power à n'en plus pouvoir. Et les séries, et pour moi, 2017, sont vraiment pour moi le deuxième meilleur pay-per-view de tous les temps dans le main roster. Donc là, on tombe quand même un peu des nues si on fait la comparaison avec l'année passée. Mais je trouve que ça reste quand même très appréciable et on ne peut pas cracher dessus. Maintenant, encore une fois, c'est pas le in-ring qui pose problème, c'est le booking. Pourquoi? Première grande erreur. Samoa Joe se fait éliminer par Drew McIntyre. Jusque-là, c'est normal. Par un Claymore. Normal. Au bout de 15 secondes. Joe, je ne sais pas ce qu'ils ont avec lui, mais il est plus crédible. Et
la WWE ne mérite pas de l'avoir. Il faudrait exploiter tout son potentiel et eux, ils sont en train de l'enterrer. Bref, première grande erreur. Deuxième grande erreur, Finn Balor. Il serait peut-être temps, gentiment, qu'il ait été le premier champion universel. À quand un match revanche? Il l'a déjà eu, mais à quand un regain de crédibilité à nouveau? Parce que se faire éliminer par Rey Mysterio, qui est en grande forme ces temps-ci, qui a perdu que pour la deuxième fois par tomber depuis son retour après que Miz l'ait battu. Là, c'est Strowman qui lui a fait le tomber. Je peux comprendre, mais Mysterio, pour moi, c'est un ancien. Il est là pour mettre en avant les jeunes talents. Et Balor, putain de merde. Alors certes, il est très fade. Hein. Je pense qu'un heel turn, même si c'est pas ce qu'il faudrait en ce moment, parce qu'il y a trop de heel, un heel turn l'aiderait. On est d'accord, en face, il est très fade. Mais ça change pas que son ring, que ce soit en face ou en heel, qu'il est excellent. Et je comprends pas, en fait, ce que la WWE fait avec lui. Deuxième gros problème. Ensuite, troisième gros problème. Strowman. J'ai dit, il est passé à travers une table des commentateurs. À quel moment, en fait, on fait passer les lutteurs de SmackDown pour des idiots? Mais faites ça quand c'est lui l'homme légal. Parce que là, en fait, vous savez que c'est pas l'homme légal, c'est Drew McIntyre quand ils l'ont passé à travers la table. Faites ça quand c'est l'homme légal. Ou, alors, dans le pire des cas, faites ça quand il reste encore un autre lutteur sur le ring, voire deux autres. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à la limite, il en reste un, vous éliminez le dernier, et après, c'est Strowman qui se fait décompter à l'extérieur, parce que c'est le dernier membre de l'équipe. Là, en fait, je crois qu'il restait tout le monde à ce moment-là, ou alors à la limite, il y en avait déjà un qui était éliminé, et c'était Dolph Ziggler qui s'est fait éliminer en premier. Là aussi, gros problème, à mon avis. Enfin bref, voilà, on fait vraiment passer les lutteurs de SmackDown pour des teubés, mais incroyables. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme problème? L'autre problème, c'est que, normalement, Strowman revient, et Strowman élimine 4 mecs. À la suite, tac, 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 tac. Joe s'est fait éliminer par je ne sais plus qui, mais sinon, il y a Jeff Hardy qui s'est fait éliminer par Strowman, premièrement. Ensuite, 30 secondes après, Rey Mysterio par Strowman. Running Power Slam, pareil. Ensuite, le Miz, qui sacrifie Shane McMahon, parce que Strowman le pourchassait, il se fait rattraper, Running Power Slam, éliminé. Shane McMahon est le dernier. Pourquoi Shane McMahon est le dernier? On a 3 très anciens, Jeff Hardy, Rey Mysterio, Shane McMahon, qui doivent se faire éliminer en premier, à mon sens. Miz, c'est le capitaine, et c'est à mon avis un futur champion de la WWE, parce que c'est un ancien, mais il a très mal été exploité durant ces dernières années. Même s'il a été beaucoup de fois champion intercontinental, je trouve qu'il aurait dû avoir plus de titres majeurs. Donc, vous éliminez Miz et il reste Joe à la fin. Ça aurait plus de sens, non? Quitte à faire gagner SmackDown, quitte à faire gagner Raw, pardon. Voilà, j'ai pas compris. Et puis, autre chose, j'ai pas compris. Il n'y a que Dolph Ziggler et Finn Balor qui se font éliminer. Du côté de Raw. Et on a Lashley qui reste, McIntyre et Strowman. Ouais, je sais pas. Ça me plaît pas. C'est crédible, hein, je peux pas critiquer ça. McIntyre, à mon sens, aurait dû être le dernier. Strowman aurait dû pourchasser Corbin, se faire des comptes à l'extérieur, un truc de ce style-là. Et Lashley, je sais pas, un truc tout con. Ziggler aurait dû rester, putain. Et Balor aussi. Moi, j'aurais bien vu McIntyre, Balor et Ziggler à la fin. À mon avis, ça aurait plus de sens. Quitte à en choisir 3, j'aurais pris ces 3-là. Bref, on va pas changer le monde, c'est fait. Donc j'ai mis un 6,5 sur 10, tout comme le premier match. C'est pas dégueulasse, mais le booking rend le tout très indigeste. 6e match, le deuxième meilleur match de la soirée. Ronda Rousey bat Charlotte Flair par disqualification. Et là, c'est le moment, le seul qui revient un petit peu sur le devant de la scène et qui ressort un peu de ce pay-per-view, c'est pas disqualification après que Charlotte Flair l'attaque avec un candlestick et effectue donc un heel turn ultra surprenant et impressionnant. Charlotte Flair a pété la gueule à Rousey. C'était vraiment très plaisant, j'ai apprécié. Coup de candlestick, elle est marquée mais à fond. Ensuite, coup de chaise, elle attaque les officiels, Charlotte Flair. Ensuite, elle met la chaise, non sans mal, en guillemets, dans le cou de Rousey, elle la bloque. Elle tape dans la chaise, qui l'étrangle à moitié. Enfin bref, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Charlotte Flair, elle est de nouveau là en heel, ça va être cool. J'espère que Lynch ne fera pas un face turn du coup par rapport à ça. J'espère que les deux se féliciteront. Mais ouais, là où ça me dérange un petit peu, alors je trouve que le heel turn est l'un des plus réussis cette année. Là, il n'y a absolument rien à dire. Mais ça, pourquoi contre Rousey? J'imagine mal. En fait, Charlotte Flair, peut-être que c'est des frustrations. Elle a perdu plusieurs fois contre Carmella. Elle a perdu sa rivalité contre Becky Lynch. C'était la frustration qui ressort et qui c'est Rousey qui a tout pris. Mais Rousey est à Raw.
Charlotte est à SmackDown. Il y a toujours la dissection des rosters, hein, des brands. Donc il reste Naomi, Asuka et Carmella en face. Ouais. Je sais pas, il y a beaucoup de heal hein, quand même. On va pas en reparler, mais il y a beaucoup de heal. Enfin bref, mis à part ça, j'ai mis 7,5 sur 10 parce que c'était très bon. Et on finit avec le main event. Brock Lesnar bat Daniel Bryan, pardon, donc le champion universel à Raw, Daniel Bryan, qui est un lutteur de SmackDown. Ça fait 6-0, humiliation totale de SmackDown. Mais dès que j'ai vu le 3-0, même le 2, j'en ai parlé dans le Super Live, il y a des preuves, j'ai dit, ça pue le 6-0. Parce que j'imaginais mal Ayopi perdre, j'imaginais mal Rousey perdre et j'imaginais mal Lesnar perdre. Donc j'imaginais mal un 5-1, je me dis quitte à faire ça, autant faire un 6-0. Et j'ai vu juste dès la victoire de Rollins. Enfin bref, le match, le main event donc, qui opposait Lesnar à Bryan est cool. Il est assez cool. Le début de match, dès que Lesnar domine, pas très cool. La prétention, il relève la tête de Bryan après son F5. Veut continuer de le démonter. Et après, changement de domination, Bryan domine. Incroyable. Il nous a même fait croire à une victoire parce que 2 running knee. Au bout d'un moment, Brock Lesnar voulait faire son F5 et son genou a lâché. Et du coup, Daniel Bryan a enchaîné avec son Yes Lock. On pensait que Lesnar aurait tapé. Mais bref, on a pensé plus d'une fois quand même que Bryan aurait pu remporter le match. Si on m'avait dit ça il y a 24 heures et j'aurais pas cru, j'aurais dit ouais mais on sait très bien que Bryan ne va pas gagner. Et la psychologie du match a fait que on était plus sûr de rien et j'ai trouvé ça très cool. Maintenant, c'est pas à mon sens le meilleur match de Lesnar. De loin pas. En même temps, on sentait le heel contre heel. Bryan était très prétentieux. On pensait même qu'il pouvait le battre. D'ailleurs, dès qu'il a perdu le match et qu'il est retourné en coulisses, il était toujours très prétentieux avec un sourire. Donc voilà. C'est pas le meilleur match de Lesnar, mais ça reste plutôt crédible. Je m'attendais vraiment à un match de 3 minutes avec une victoire expéditive de Lesnar, donc je peux que être étonné en bien. Donc j'ai mis la note de 7 sur 10 pour ce match-là. Et voilà, j'ai trouvé ça très cool. Note finale de ce pay-per-view, 6,5 sur 10. Comme quoi, depuis WrestleMania, seul SummerSlam a pu atteindre les 7 sur 10. On n'a pas à faire un mauvais pay-per-view, hein, mais c'est quand même... Le booking a bien gâché quand même le truc, je trouve. En matière de notes, c'est pas dégueulasse, je l'ai dit. C'est même plutôt bon certaines fois. Mais déjà, le troisième match a bien fait descendre la note du pay-per-view. Mais je trouve que ça reste quand même plutôt potable. On est loin de WrestleMania et des pay-per-view qui l'ont précédé. Mais c'est, voilà, il y a eu pire. Hein. Extreme Rules, ça a atteint 5,3. Super Showdown, c'était catastrophique. Voilà, vraiment. Crown Jewel, c'était une catastrophe de booking aussi. Donc je trouve qu'on s'en sort plutôt bien. C'est de loin pas la meilleure chose. Je pense que ça sera plutôt même dans la deuxième moitié. Mais on va se contenter de ça pour cette fois-ci. On est loin. Et 6,5 sur 10 en 2018. Il a eu 8,9 je crois et quelques l'année passée. Bien chuté, hein. Enfin bref. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je vais aller de nouveau commenter. Merci à vous. Donc, c'était pas une première diffusion parce que je suis pas en état de suivre vos commentaires. Mes yeux, ils sont en train de faire comme ça, là. Donc, voilà. Je sais pas si je serai dispo pour la review de Raw demain et celle de SmackDown mercredi. Je vais pas forcer. Là, je vais pas forcer plus. Je devais faire la review de NXT TakeOver Wargames, je la ferai pas maintenant, je la ferai plutôt demain ou mercredi parce que j'en peux plus. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, merci à tous de votre compréhension et d'être clément avec moi si j'ai dit des conneries. J'en dis de toute façon dans tous les cas, mais là à mon avis il y a une excuse justifiable et justifiée. Et j'attends vos commentaires, j'attends vos retours, ça m'intéresse vraiment. Et en attendant, on se dit à tout bientôt pour la suite de la chaîne.